Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être ce matin sur le Merci. plateau de LCI, maire de Paris, candidate du Parti socialiste à la présidentielle et auteure de Une femme française aux éditions de l'Observatoire, un livre que vous avez publié il y a quelques semaines. Un mot de l'actualité avant de parler de votre campagne, Anne Hidalgo. On attend l'arbitrage du gouvernement. Il est imminent, semble-t-il, avant la fin de la semaine sur l'aide aux Français qui payent cher leur essence. Il travaille manifestement sur un chèque carburant moins cher, plus juste, plus écolo qu'une baisse de taxes. Vous prenez toujours une baisse de taxes. Pourquoi ? D'abord, il y a un problème massif. On a plus de 11 millions de Français qui prennent leur voiture tous les jours, qui sont dans des zones souvent rurales où il n'y a pas de transport en commun, où on les a pas aidés non plus à changer de véhicule pour aller vers l'électrique, où on n'a pas installé non plus de bornes électriques pour leur permettre de se déplacer. Et donc, il faut faire quelque chose parce que le prix du carburant augmente de façon extrêmement importante. Le prix aussi, bien sûr, de l'énergie, se chauffer cet hiver va être beaucoup plus dur. Et donc, oui, des solutions de chèque sont des solutions temporaires, mais je pense que la plus efficace, c'est quand même de jouer sur les taxes. Ce qu'ont fait d'ailleurs d'autres pays, je pense à l'Espagne, qui a déjà baissé la TVA de moitié sur la partie notamment de l'énergie, du chauffage, etc. D'ailleurs, la baisse Et de taxes, pour vous, ce serait à quel niveau ? Je pense De baisse aussi, de juste un combien ? instant, je vais vous répondre, mais je pense aussi à ce que dit l'Union européenne. Vous savez, le levier le plus efficace, temporaire, comme je dis, évidemment, il ne s'agit pas d'une baisse de taxes ad vitam aeternam, mais sur la TVA, c'est le levier le plus efficace pour permettre aux gens de s'en sortir, parce que faire son plein d'essence ou remplir aussi sa chaudière, ça va être extrêmement difficile. On l'a vu ce matin à Paris, on n'est pas très loin des 2 euros le litre. Alors, plus l'essence. efficace, Donc, plus rapide à mettre en place, c'est incontestable. Moins juste, vous qui êtes attaché aux mesures sociales, c'est vrai que... Au contraire, il faudrait juste qu'on lise la petite juste. phrase de Bruno Le Maire, par exemple, hier, qui a expliqué qu'effectivement, un conducteur de SUV, un 4x4, celui qui roule dans un gros 4x4 au diesel, recevra la même compensation qu'une aide-soignante qui sillonne les routes en Clio pour son travail. Vous savez, la TVA est la taxe, l'impôt le plus injuste, puisqu'il pèse beaucoup plus fortement sur les catégories les plus modestes. Tout le monde le paye, cet impôt, et tout le monde le paye sans distinction du niveau de revenu. Et donc, tout le monde bénéficierait de la baisse. Oui, mais je pense qu'il... Proportionnellement plus ceux qui... Bien sûr. Non, proportionnellement, ceux qui vont évidemment avoir les revenus les plus modestes, ceux qui vont vraiment être aidés. Et d'ailleurs, c'est souvent eux qui n'ont pas les solutions de transport en commun. Vous n'êtes pas d'accord avec cet argument ? Non, je ne suis pas du tout d'accord avec cet argument. Et je pense d'ailleurs que même l'Union européenne, j'ai entendu Thierry Breton il y a quelques jours, dire qu'en fait, le levier le plus rapide restait quand même de jouer sur les taxes. Et comme je l'ai dit, et je le redis ici devant vous, à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Je pense que temporairement, et là, puisqu'on nous explique que cette hausse des taxes risque de durer au moins 6 mois, au moins pendant les 6 mois qui viennent, jouer sur le niveau de la TVA pour l'essence et la passer à 5,5, c'est-à-dire bien de consommation. Pour être tout à fait complet, les Verts aussi, pas seulement le gouvernement, les Verts aussi sont contre la baisse des taxes. Ce serait une très mauvaise idée, dit Julien Bayou, le patron du parti Europe Écologie Les Verts, parce qu'elle concernerait tout le monde, on vient d'en parler, et puis parce que ce ne serait pas écolo. Vous êtes bien une candidate écolo ? D'abord, ce que je veux dire, c'est que si on fait la transition écologique sans tenir compte des plus fragiles, alors on ne va pas réussir. Vous savez, dans les grandes villes, la plupart des maires des grandes villes ont mis en place des alternatives. La gratuité des transports, ce que j'ai fait à Paris, ce qui est fait par exemple à Montpellier. On a mis en place des politiques pour venir en aide via les transports en commun. On a mis en place aussi des aides pour changer de véhicule. Le problème des taxes de carburant, c'est pas pour les grandes villes. Voilà. Et donc, dans les grandes villes, il y a des solutions. Là où il n'y a pas de solution, et c'est surtout dans les territoires ruraux et dans des endroits qui ont été délaissés, où il n'y a plus de ferroviaire, où il n'y a plus aucune possibilité autre qu'utiliser sa voiture personnelle, là, il faut agir. Et on ne fera pas l'écologie sans tenir compte des réalités sociales. Oui, fin du monde, fin du mois. Favoriser les énergies fossiles temporairement. Non, ce n'est pas favoriser les énergies fossiles. Certains disent que c'est un permis de rouler, la baisse de la TVA. Vous savez, il y a des
des gens qui ne pourront plus aller bosser. Enfin, il faut être Donc quand vous même l'assumez. réaliste. J'assume qu'il faut tenir compte des réalités sociales si on veut réussir la transition écologique. Et je finis là-dessus. Vous savez, dans 10 ans, il n'y aura plus de véhicules thermiques. Donc on est vraiment dans quelque chose qui a une fin. À 2030, la plupart des constructeurs ont décidé et engagé leur chaîne de production différemment. Donc c'est vraiment quelque chose qui est temporaire, puisque d'ici 10 ans, il n'y aura plus de véhicules thermiques. Et il faudrait, là, au moment où nous sommes, engager de façon beaucoup plus volontariste la transition vers la voiture électrique. Et c'est pas simplement en faisant des grandes conférences et en disant... Non, mais c'est en aidant les gens à payer la voiture électrique. C'est en aidant ça les gens à payer la voiture électrique, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, ce que je ferais bien sûr si j'étais présidente de la République. C'est-à-dire faire en sorte que pour le coût d'une voiture électrique soit à peu près celui d'une voiture thermique aujourd'hui. Donc Et vous subventionnez tout achat de voiture électrique. Et notamment, j'augmenterai les aides qui sont des aides aujourd'hui qui existent, il y en a déjà, mais qui ne sont pas suffisantes, notamment pour les ménages les plus modestes. Vous augmentez les aides à l'achat des voitures électriques. Il faudra augmenter l'achat des aides aux voitures électriques. Pas encore, mais en tous les cas, il faudra qu'on arrive à faire en sorte que le prix soit à peu près équivalent à celui des véhicules qui sont les véhicules thermiques aujourd'hui et qui n'existeront plus en 2030. Et enfin, il y a un deuxième sujet très important. Si on veut que ça marche, si cette transition vers la mobilité électrique ou hydrogène puisse marcher, c'est qu'il faut équiper le pays de bornes de rechargement, ce qui n'est pas non plus du tout prévu dans le plan de relance du gouvernement, ce que je dénonce. Et d'ailleurs, pour le faire, il faudrait que le gouvernement s'appuie sur les collectivités territoriales, ce qu'il ne fait pas non plus. Donc ce sont des choses que, évidemment, je ferai pour accélérer cette transition écologique en tenant compte des réalités sociales. Je retiens que, président de la République, vous ferez en sorte que le prix d'une voiture électrique soit équivalent à celui d'une voiture thermique, et c'est l'État qui Puisque les voitures thermiques sont terminées d'ici 2040, dit le gouvernement, moi je le fixerai à 2030. Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, appelle à un rassemblement devant les préfectures. Il n'y a pas de mouvement de rue pour l'instant, il n'y a pas de colère sociale qui s'exprime dans la rue. Peut-être sans doute vous vous en satisfaisez, mais est-ce que vous sentez une colère prête à repartir dans le pays ? D'abord, je sens que les gens sont très inquiets parce que le prix de l'essence, le prix aussi du chauffage, de l'énergie va avoir un impact sur leur pouvoir d'achat. À la fin du mois, ça va être beaucoup plus difficile pour beaucoup de Français. Est-ce que vous sentez une colère prête à repartir ou non ? Je sens chez beaucoup de Français à la fois une inquiétude, à la fois une très grande fatigue et une très grande lassitude. J'espère que la colère, si elle est là, parce qu'elle sera là à un moment ou à un autre, si elle n'est pas déjà là, elle sera, je l'espère, qu'elle ne se traduira pas par les violences qu'on a pu connaître dans le passé. Pour qu'il n'y ait pas de violence, il faut du dialogue, il faut des solutions, il faut des mesures. C'est ce que je propose. Mesures temporaires, baisser la TVA sur l'essence à 5,5. Mesures plus long terme, mettre en place tout un plan qui permette à ceux qui sont dépendants de leur voiture, qui n'ont pas pu bénéficier de l'effort en matière de transport en commun, de pouvoir en bénéficier avec un plan là aussi. On n'en a pas parlé ici, mais le ferroviaire, ce gouvernement a fermé des tas de petites lignes, a laissé les régions toutes seules, sans accompagnement pour déployer des transports en commun, et on se réveille un beau matin avec un prix de l'essence qui explose, qui est d'ailleurs pas simplement une donnée française, c'est un sujet européen qui est sur la table européenne et que beaucoup de pays européens vont traiter de façon extrêmement pragmatique et extrêmement efficace en jouant sur les taxes. C'est ce qu'a fait l'Espagne récemment et c'est ce qu'appelle d'ailleurs l'Union européenne en laissant les pays décider justement de cette modulation des taxes. Vous êtes candidate à la présidentielle, Anne Hidalgo. Il y a un sujet aujourd'hui, évidemment, dans le discours public, c'est l'immigration. J'ai quelques questions à vous poser parce qu'on ne cerne pas encore tellement vos propositions. D'abord, le gouvernement, lui maintenant, celui qui est en place, est-ce qu'il a raison de demander la plus grande fermeté possible pour expulser les clandestins, en particulier quand ils troublent l'ordre public ? D'abord, sur l'immigration, il y a un débat qui est en train de prendre une tournure extrêmement nauséabonde. Sur ce sujet de l'immigration, d'abord, je pense qu'il faut dire aux Françaises et aux Français que nous devons mieux intégrer. On n'intègre pas suffisamment, on n'intègre pas parce que, par exemple, l'apprentissage du français est quelque chose qui est totalement délaissé des politiques publiques. Heureusement qu'il y a des collectivités territoriales qui jouent ce rôle-là, donc de l'intégration. Plus de moyens pour l'intégration. Pour l'intégration,
également jouer notre rôle pleinement sur un sujet sur lequel le gouvernement n'a pas été à la hauteur, c'est la question du droit d'asile. La question du droit d'asile, c'est un sujet à dimension internationale. Nous sommes tenus par des textes internationaux. Et là encore, la France n'est pas au rendez-vous. D'ailleurs, ça a été Alors, dénoncé. qu'est-ce que vous feriez? Une mesure? Eh bien, d'abord, sur le droit d'asile, faire en sorte, là aussi, qu'on puisse accueillir les personnes décemment, créer des lieux pour qu'elles puissent être en mesure de présenter leurs formalités. Évidemment que le droit d'asile, ça ne veut pas dire ouverture complète à toutes celles et ceux qui voudraient venir, mais le droit d'asile, qui est un droit international, aujourd'hui, il n'est pas respecté dans notre pays. Ne pas ouvrir à tout le monde. J'ai une question précise. L'intégration, vous nous l'avez dit. Est-ce que vous êtes favorable à l'introduction de quotas d'immigration annuels? Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Marine Le Pen le proposent. Je n'ai pas encore cette proposition-là, et d'ailleurs, je pense que c'est plutôt par l'intégration. Vous savez, on va en plus avoir des besoins. Donc, des besoins en main-d'œuvre, qu'on comprenne bien, qu'on intègre mieux, mais on respecte le droit d'asile. Mais on ne réduit pas les flux migratoires à l'entrée du pays. Les flux migratoires, aujourd'hui, d'abord, franchement, ils sont relativement faibles, disons les choses telles qu'elles sont. Deuxièmement, il va y avoir un besoin en France de main-d'œuvre que nous n'avons pas. Il faut être aussi raisonable et responsable. Il y a dans l'immigration, dans tous nos pays et au niveau européen, des allées et des venues qui font aussi la richesse économique du pays, et on ne pourra pas se passer d'une forme d'immigration. Il y a aussi une immigration qui est une immigration d'étudiants qui viennent apprendre chez nous, qui ensuite, lorsqu'ils repartent chez eux, sont autant d'ambassadeurs de bonnes relations entre la France ce que vous dites, et ses différents pays. Parce que ça tranche avec ce qu'on entend. Les Français sont sensibles aujourd'hui. Ça ne vous échappe pas au discours contre l'immigration. Éric Zemmour et Marine Le Pen, et ça m'intéresse de savoir comment vous l'expliquez. À eux deux, ils font presque 35% des voix dans le dernier IFOP pour LCI, quand la gauche réunie, toute réunie, total, n'atteint même pas les 30%. Vous-même êtes à 5%. Comment vous l'expliquez? D'abord, je pense qu'il y a un glissement. Il y a eu dans notre société vraiment des abandons de valeurs, des abandons d'un discours qui soit un discours aussi rationnel, qui parle à la raison des gens. Ce qu'on est en train de dire sur l'immigration a été utilisé par beaucoup de responsables politiques pour dire les responsables, c'est pas nous, ça vient de l'extérieur. Bien sûr qu'il faut être extrêmement réaliste. On a été confronté en 2015 à une vague très importante de réfugiés qui fuyaient des guerres. C'est ça qui précipite les Français dans les bras, entre guillemets. Ce qui a souvent précipité les Français dans les bras, justement, de ces extrémistes, de ces populistes qui pensent qu'en disant c'est la faute de l'autre, on va s'en sortir, c'est souvent de ne pas assumer. J'ai eu cette discussion de ne pas assumer, par exemple, la question de l'accueil, et notamment de l'accueil des réfugiés et du droit d'asile. Lorsque, en 2017, j'ai rencontré Emmanuel Macron, président de la République, que nous étions confrontés à des campements dans beaucoup de villes de France, pas simplement à Paris, de réfugiés qui n'avaient pas de solution parce que la France n'était pas au rendez-vous du droit d'asile. La réponse qu'il m'a faite à ce moment-là, c'est formidable ce que tu as fait sur l'accueil des réfugiés, je vais t'aider. En termes d'aide, il n'y a rien eu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de solution. Accueillir et on règle le problème. Il faut être très concret, très pragmatique. Vous dites on accueille mieux, on accueille plus dignement, et ensuite on intègre mieux nos engagements, on respecte on répond à l'angoisse des Français. On respecte ce que la France doit faire aussi dans le respect des règles internationales, notamment sur l'asile. Et puis on regarde aussi les besoins de notre économie, parce que notre économie ne pourra pas se passer et ne peut pas fermer ses frontières. Ne pourra pas fermer ses frontières. Et même si vous les fermez, ça ne marchera pas. Mais je reviens juste sur un propos. Non, je voudrais vous demander, parce que Éric Zemmour reviendrait. Je vais revenir sur un propos. Quand vous dites, le gouvernement dit, il faudra renvoyer. C'est lui qui en a la responsabilité. Expulsion. C'est lui qui en a la responsabilité. Il fait quoi ?
Lorsqu'il a pris des mesures sur Mais vous êtes ce d'accord qu'on a avec appelé... l'objectif? Je pense que les personnes qui ne peuvent pas rester, les personnes qui ne peuvent pas et ne doivent pas rester sur notre territoire doivent bien sûr être reconduites. Mais sauf qu'ils ne le font pas. C'est-à-dire que ce gouvernement a laissé depuis 2017 toute une population vivre dans la clandestinité. Il est trop laxiste, il dit des choses et il ne fait absolument rien concrètement pour le faire. Parce qu'il n'y met pas les moyens, parce qu'il ne veut pas assumer sans doute de faire... moi j'ai eu souvent cette discussion avec les ministres de l'Intérieur de ce gouvernement qui me disaient on ne peut pas... Il n'assume pas la fermeté. Ils ne font rien sur le sujet. Ça veut dire qu'il faut des moyens, ça veut dire qu'il faut des moyens sur l'accueil, j'insiste là-dessus, ça veut dire qu'il faut un débat posé, serein, qui ne peut pas être orchestré ni par Marine Le Pen, ni par Éric Zemmour, sur une question essentielle qui est non seulement notre rapport à ce que nous sommes, nous les Français, ce qu'est l'identité française, mais aussi à ce qu'est notre place dans le monde. Et je vous le dis, je suis une progressiste, je suis une humaniste et je suis une femme responsable et raisonnable. On ne fera pas une politique où la France sortira grandie par simplement ces propos qui sont des propos de haine, des propos qui cherchent un bouc émissaire. On a déjà connu ça dans l'histoire de l'Europe et j'espère que beaucoup de gens se lèveront. En tous les cas, moi, je résisterai. Bon, vous dites d'ailleurs, on n'attaque pas assez Zemmour. On entend de votre colère, c'est lui que vous visez. Tiens, un sujet qui vous intéresse. Il n'y a pas que lui. Reviendrait, il n'y a pas que lui, mais non. On va déjà parler de lui parce que c'est quand même lui le phénomène en ce moment. Il reviendrait sur la parité s'il était élu. Tout ça est scandaleux, la discrimination positive, tout ça est humiliant. Si une femme est compétente, elle doit avoir le poste. Si elle n'est pas compétente, elle ne doit pas l'avoir. Point barre. C'est un homme qui déteste les femmes. C'est pas nouveau. C'est quelqu'un qui, depuis longtemps déjà, sur ses propos, c'est pas un peu simpliste absolument. De résumer ça à une détestation. Non, je pense qu'il n'y a pas un petit peu plus de réflexion. Je pense que c'est un homme qui déteste les femmes. Vous savez, sur les questions des droits des femmes, sur les questions de la parité, pourquoi on a été obligé en France en 2000, c'est la loi Lionel Jospin, de faire une loi sur la parité? Parce que si on avait attendu naturellement que les compétences des femmes soient reconnues à leur hauteur, parce qu'évidemment, pour les compétences des hommes, il n'y avait pas de sujet, on aurait attendu plus de 100 ans pour arriver à la parité, par exemple dans les conseils municipaux, parce que naturellement, ça ne se fait pas. Parce que nous sommes dans un pays qui a porté des grandes avancées en matière de droits des femmes, mais qui est resté en arrière. Quand vous regardez aujourd'hui en Europe, il y a des pays qui nous dépassent très largement sur la place des femmes, la reconnaissance des femmes, le non-mépris des femmes. Éric Zemmour est un homme qui déteste les femmes et qui les méprise. C'est pas nouveau. C'est émotionnel, c'est pas intellectuel. Écoutez, que ça vise et que ça touche le cerveau sans aucun doute, parce que vu l'état dans lequel il est et dans son rapport notamment aux femmes, cet homme-là est un homme qui nous prône un jour la France de 1942, le lendemain une France dans laquelle les femmes, et voyez comment il les traite aussi, seront réduites à quoi? Elisabeth Martichoux, on est des femmes, on a percé le plafond de verre, vous dans les médias, moi dans la vie politique, et on va se satisfaire d'un discours comme celui-ci, d'un discours de haine. Il en a pas. Il en a pas. Qu'est-ce que ça vous Qu'est-ce que ça dit? Écoutez, les Français, il faut leur parler comme à des gens qui sont des gens adultes, qui sont des gens intelligents. Vous dites pas ce qui me trouble, Madame Martichoux, c'est l'espace de parole qu'on donne à cet individu. Ce qui me trouble, c'est cela. Alors moi, je viens ici. Il a 16% dans les sondages. Oui, bien sûr, 16% dans les sondages. Et vous considérez qu'on peut, à 16% dans les sondages, dire que Pétain a aidé les Juifs en 1942, et on peut dire que les femmes, en fait, elles sont là où elles sont. Vous êtes là où vous êtes à cause de la parité, ou du fait de la parité, ou parce que vous avez un cerveau et que vous avez des compétences. Pour ma part, j'estime que c'est parce que nous avons des compétences et parce que nous avons été aussi dans une force très particulière pour faire péter ce plafond de verre que nous sommes là aujourd'hui, et qu'il faut aider les plus jeunes qui arrivent. Les jeunes femmes qui arrivent, elles ne se satisferont pas de cette domination et de ces discours de haine sur les étrangers, sur les femmes, sur l'écologie, sur tout ce qui est le progrès social, le progrès humain. Vous dites aux jeunes femmes, je vais combattre attention à ce discours. Je dis plus parce que attention, vous n'arriverez pas à progresser comme vous le souhaiteriez. En tous les cas, moi je combats. Anne Hidalgo, vous combattez, mais vous êtes quand même très basse dans les sondages, 5%. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas?
D'abord, vous savez, une campagne, c'est relativement long. Cette question a été posée à d'autres que moi, bien avant, sur des analyses de sondages. Et puis, à la fin, ils ont été élus président de la République. Vous voyez, donc, moi, je travaille. La politique, c'est quelque chose qui est une construction de moyen et de long terme, avec des accélérations. Une campagne présidentielle, c'est un temps d'accélération. Ce n'est pas la Starac. Vous avez un tempérament, Anne Hidalgo. On le sait bien, donc, vous avez un tempérament. Politique, 2 ans avant l'élection de Paris, ça nécessite de mettre en place une organisation. Et cette organisation, et je suis très fière aujourd'hui d'être à la tête. Votre organisation, c'est votre équipe, vous dites. Alors, cette équipe qui est à la fois composée d'une équipe de France des maires, c'est-à-dire des élus enracinés sur le terrain. Vous n'avez pas, vous êtes très seul. J'ai une question, Anne Hidalgo. Le Parti socialiste qui m'a investi. Quand même, j'ai une question. Vous avez un tempérament, on le sait et on l'entend. Hypothèse, vous venez de le dire, il ne faut jamais rien exclure en politique, Anne Hidalgo, dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Si vous passez sous la barre des 5%, est-ce que vous mettrez en péril les finances du Parti socialiste ? Écoutez, d'abord, vous savez, je suis engagée dans une campagne présidentielle, je suis candidate. Nous avons, avec toute cette équipe-là, un travail que nous faisons, que nous déployons. Nous allons rythmer aussi cette campagne avec nos propositions. Le 23, je serai à Lille pour un grand rassemblement. Vous ne répondez pas à ma question. Une grande convention. Si c'est une façon de vous répondre, vous savez, moi, je suis engagée dans un travail, ça n'est pas la Starac, ce ne sont pas les sondages qui dictent l'engagement, la conviction politique et les valeurs qu'on porte. C'est peut-être la différence entre des politiques qui pensent qu'ils sont là pour occuper un espace et qu'il y a peut-être une opportunité, et celles et ceux qui, comme moi, comme beaucoup de mes camarades, comme beaucoup des femmes et des hommes qui attendent autre chose, qui ne se complaisent pas, qui ne se vautrent pas dans les discours de haine, qui ont envie de redonner des couleurs à notre République, qui ont envie de croire que ce pays est un pays. Bien sûr que je peux la gagner, cette présidentielle. Et cette présidentielle, nous allons tout faire pour la gagner, tout faire pour porter nos valeurs. Je crois en cette République, je crois dans les promesses de cette République, et notamment par l'école, par les services publics, comme la santé, comme l'école, par la transition écologique qu'il faut organiser sans laisser personne de côté. Et je pense aussi que sur la justice, on n'en a pas parlé, que sur la justice et sur l'état de droit, il y aura aussi beaucoup de choses à dire. Je les dirai. La campagne ne fait que commencer. Merci Anne Hidalgo. Merci d'avoir été ce matin sur LCI. Dans un instant, le temps avec Guillaume.